Avant que cette vidéo ne commence, je voulais juste te dire que ma collaboration avec Fempo va bientôt s'arrêter. Donc sache que tu as jusqu'à la fin du mois de février finalement pour commander des culottes Fempo avec mon code MERCILOU qui te donne moins 10%. Voilà, Fempo refait sa com et repense ses stratégies et donc les codes affiliés, la marque arrête en fait. Donc si tu veux l'utiliser, tu as encore jusqu'à fin février pour le faire, sinon après c'est terminé. Donc le code MERCILOU pour les culottes de règles Fempo que moi j'adore. On n'est pas là pour enfiler des perles, allons-y. Bienvenue dans cette FAQ entièrement dédiée à la médecine traditionnelle chinoise. En fait, ça fait donc 4 ans que je suis en études et ça fait plus de 3 ans que je suis sur YouTube. Donc la médecine chinoise et YouTube ont toujours été imbriquées dans ma vie parce qu'elles sont arrivées à peu près en même temps. Sauf que j'ai jamais vraiment parlé clairement de la médecine chinoise. Attends, t'as un petit truc là. Donc les deux ont été imbriqués dans ma vie, mais j'ai jamais trop osé parler de la médecine chinoise sur YouTube pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis étudiante, donc je me considère pas du tout comme une experte en la matière. Et donc je voudrais pas transmettre des choses qui sont fausses ou incomplètes. Donc tu vas voir que je vais sans doute marcher un petit peu sur des œufs à certains moments parce que je veux pas donner de réponse tranchée. Notamment que la médecine chinoise est toujours reliée à l'individu. C'est-à-dire que tu as des concepts évidemment, mais tout est variable en fonction de l'individu et donc il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde en gros. Donc ça c'est toujours à prendre en compte dans ce que je vais dire. Et aussi la deuxième chose, du coup je réponds à une question qu'on m'a posée. En réalité, la médecine chinoise en France n'est pas reconnue. Contrairement à tous les pays limitrophes de la France, les seules personnes qui ont le droit de planter une aiguille dans le corps de quelqu'un sont des personnes qui ont un diplôme médical, au moins qui sont infirmiers. Donc moi je ne pratique pas l'acupuncture de façon professionnelle de toute façon, et quand je le ferai pour me protéger, je serai obligée de me syndiquer pour pouvoir payer des frais d'avocat si à un moment donné j'ai un problème. Alors on a reçu des enquêtes du ministère de la Santé du gouvernement, voilà, c'est un des projets est de légaliser la pratique de l'acupuncture en dehors du cadre de la médecine française. Pour l'instant on en est encore loin, c'est-à-dire que c'est vraiment en train de se faire, mais ça peut être dans 2 ans comme dans 10, mais pas énormément d'espoir sur ça. En tout cas je sais que le président de notre école il travaille énormément à la reconnaissance, enfin voilà, bon, je te passe tous ces enjeux, tout ça pour dire que je marche sur des œufs pour 2 raisons, à la fois le fait que je sois étudiante et à la fois le fait que j'ai pas le droit d'utiliser le terme médecine, que la loi est complètement injuste puisque dans ce cas, en fait ce qui est interdit c'est d'exercer des actes de microchirurgie. L'insertion d'une aiguille est considérée comme un acte de microchirurgie. Dans ce cas là, tous les tatoueurs sont dans l'illégalité. Hein, voilà. Je pose ça comme ça. Bref, donc tu comprends mon silence voilà, autour de ma formation. Mais maintenant je vais répondre ouvertement à toutes tes questions. Et je bois ma kombucha préférée de la marque So Kombucha cerise hibiscus. Hyper cher mais d'un délice. C'est vraiment un plaisir. Vraiment ma kombucha préférée. La question c'est, est-ce que c'est une médecine reconnue en France? Elle a l'air intéressante mais peu représentée. Effectivement. C'est une médecine qui n'est qu'à moitié reconnue puisqu'elle a le droit d'être utilisée, l'acupuncture a le droit d'être utilisée par les personnes qui ont un diplôme de médecine. Voilà, donc sinon, pas vraiment. Des personnes, des médecins qui utilisent des médecines alternatives prennent en compte la théorie, la philosophie de la médecine chinoise autour, mais beaucoup de personnes, beaucoup de médecins généralistes ou de médecins qui utilisent l'acupuncture font beaucoup de bobologie, donc qui vont traiter des symptômes. Parce que donc une autre question qui m'a été posée qui était très intéressante, c'est quelle est la différence entre médecine chinoise et médecine qu'on connaît? Énorme différence, donc la médecine chinoise est la médecine qui est appliquée en Chine depuis à peu près 2500 ans. Et c'est une médecine donc d'un peuple particulier, d'un pays particulier qui est arrivé en France dans le siècle dernier par monsieur Soulier de Moran. Mais la vraie grande différence c'est que notre médecine occidentale est une médecine de symptômes. Donc par exemple on va aller voir en disant j'ai mal à la gorge et on va traiter le mal de gorge comme étant voilà juste ce qui existe. En médecine chinoise le mal de gorge peut être
classés dans des syndromes. Donc quand quelqu'un vient me voir en me disant j'ai mal à la gorge, je vais faire en sorte, avec mon système de classification de médecine chinoise, de classer ce symptôme dans un syndrome. Donc il y aura énormément d'autres symptômes qui seront associés pour me permettre de savoir notamment si c'est une maladie de froid, si c'est une maladie de chaud, si c'est une maladie de surface, si c'est une maladie profonde, si c'est... Donc là je te fais vraiment... genre je te caricature un peu pour si tu n'y connais rien que tu puisses imaginer un petit peu. Mais en gros c'est un système de classification qui se base sur des syndromes et non pas des symptômes. Et les symptômes ne sont que des petits bouts d'un syndrome, et à partir de la plainte qui serait j'ai mal à la gorge, moi je suis censée trouver le syndrome qui va avec ce symptôme et traiter le syndrome, donc le terrain de la personne, et non pas juste son symptôme qui du coup avec la médecine qu'on connaît, la médecine occidentale, c'est comme si on éteignait une alarme en fait, alors qu'en médecine chinoise on prend l'alarme, on la comprend, on voit qu'est-ce qu'elle veut dire et on traite le syndrome, le terrain. J'espère que c'est clair. Parce que du coup moi ça fait 4 ans que je baigne là-dedans, donc niveau incapacité à expliquer à quelqu'un qui comprend rien, voilà, je suis désolée si certains trucs sont pas clairs, j'essaie d'être le plus clair possible. À la question quel livre conseilles-tu, pareil, moi je lis des livres qui sont plutôt destinés à des personnes qui s'y connaissent déjà. Donc pour des personnes complètement novices, je conseillerais un bouquin que j'ai lu qui est vachement bien, je te montre son image, c'est du docteur Jean-Marc Quespi, la médecine traditionnelle chinoise, acupuncture, pharmacopée, diététique et massage. Donc ça c'est pas mal. Tu as la médecine traditionnelle chinoise pour les nuls qui a été écrite par Jean Pellissier, qui est un thérapeute en médecine chinoise très reconnu en France et que moi j'aime beaucoup. Je l'ai vu en conférence, j'ai suivi ses cours de diététique, j'ai suivi ses cours sur la sexualité en médecine traditionnelle chinoise. Enfin, vraiment c'est quelqu'un de très recommandable selon moi, et je recommande ses écrits. Donc la médecine chinoise pour les nuls qui a été écrit par lui, je recommande vraiment pour commencer par quelque part, quoi. Où te formes-tu? Quelle spécialisation fais-tu? Alors je me forme à l'IMTC, l'Institut de médecine traditionnelle chinoise. C'est une école qui est basée à Avignon mais qui a des antennes à Bordeaux, Toulouse et Paris. Donc moi je suis au centre de Paris et c'est un week-end par mois pendant 5 ans et une semaine en été chaque année pour les examens et l'approfondissement, on va dire. Et les spécialisations ne sont qu'à partir de la 5e année. Je vais prendre la spécialisation médecine manuelle qui est l'ancêtre de l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie en fait vient de la Chine, mais ça a été mis au goût du jour par un américain il y a 150 ans au moment de la construction des chemins de fer par les Chinois. Donc du coup il a observé des Chinois, voir comment ils manipulaient leur corps pour les douleurs de dos et tout, et il a pris plein de notes et il a tout mis à la sauce occidentale et il en a fait l'ostéopathie. Mais donc du coup l'ancêtre de l'ostéopathie c'est la médecine manuelle, et c'est ça ce que je vais faire. Donc je vais me spécialiser en médecine manuelle dans mon école, et après à côté de ça je vais me spécialiser en gynéco sans aucun doute. Je vais faire une autre spécialisation acupuncture pour avoir des perceptions différentes de celles que j'apprends dans mon école. Et je veux aussi faire une spécialisation Qin et Tsang qui est le massage des organes, qui est un massage du ventre très intense que moi j'adore recevoir et qui est libérateur au possible. Donc soit je le ferai dans un centre en Thaïlande qui est extra, soit je le ferai à un autre endroit, je sais pas encore. Mais en gros j'ai encore des années de formation et de spécialisation qui m'attendent. Cette vidéo va être tellement longue. Dois-tu apprendre le mandarin? Non, il n'y a aucune obligation d'apprendre le chinois. Moi je le fais. Donc je l'ai fait sérieusement pendant 6 mois, j'ai fait un semestre de cours à l'INALCO, mais ça me prenait beaucoup trop de temps, c'est-à-dire que du coup mes études de médecine chinoise passaient à la trappe parce que j'étais très concentrée sur l'INALCO, parce que c'était que 10 heures par semaine, mais en fait il y avait tellement de travail perso et j'avais tellement d'heures de transport que finalement je me retrouvais à être dans la formation entre 20 et 25 heures par semaine, donc ma médecine chinoise passait complètement à la trappe. Du coup j'ai arrêté et maintenant je fais Duolingo, je fais Hello Chinese, enfin voilà, je fais des applications, c'est pas du tout aussi poussé, mais voilà, ça compense un petit peu, ça fait que j'oublierai pas, et j'ai le projet de reprendre mes bouquins et de vraiment me remettre dans l'apprentissage du chinois. Mais j'ai aucune obligation, je le fais juste pour moi, ça me permet de mieux saisir certaines choses en fait, c'est quand même très pratique. Waouh, le soleil! Wouhou!
Du coup, moi je sais que quand je regarde des vidéos YouTube, les changements de luminosité me dérangent pas particulièrement, donc bon. Est-ce que tu te tournes vers la médecine traditionnelle parfois si la médecine chinoise ne fonctionne pas? En fait, les deux médecines marchent. Les deux médecines ont des moyens de fonctionner. Juste, je considère que les deux sont très complémentaires, notamment par exemple, on va prendre quelque chose de très important comme un cancer. Avec la médecine chinoise, tu ne peux pas soigner d'un cancer. Par contre, tu peux prévenir tout ce qui va être un cancer et tu peux détecter par des outils que la médecine occidentale n'a pas du tout, tu peux détecter un terrain qui pourrait développer un cancer. Que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau de quelque chose qu'on appelle le TAN, qui est de l'humidité toxique dans ton corps, qui crée des amas, et ce que nous en médecine occidentale, enfin en Occident, qu'on appelle des tumeurs. Donc en fait en médecine chinoise, les tumeurs sont des amas de TAN, et le TAN tu peux le remarquer dans beaucoup d'autres façons dans ton corps, et parfois il est pas toxique au point d'être cancéreux. La médecine traditionnelle chinoise n'a pas les outils de la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Mais par contre elle a plutôt des outils de prévention et de détection et après d'accompagnement de la chimiothérapie. Donc moi par contre de mon côté ce que je fais c'est que je suis en médecine chinoise, je m'auto-diagnostique très rapidement, mais j'aime beaucoup avoir des diagnostics de la médecine occidentale quand j'ai quelque chose. Je me tourne vers la médecine occidentale pour les prises de sang, parce que en médecine chinoise ça n'existe pas. Après je pense que dans les 10 dernières années de ma vie j'ai pris que des paracétamol en fait, sinon je ne prends pas de médicaments conventionnels, je prends que de l'homéopathie et de la phytothérapie. Mais les médicaments vraiment ça j'en prends plus depuis, j'en ai jamais vraiment pris en fait. Et là dans les derniers mois, je pense que genre il y a 2 mois j'ai dû prendre un Efferalgan, mais en 2 mois j'ai rien pris du tout quoi. Il y a une averse dehors, mais t'imagines même pas, c'est du grand délire à Bordeaux là. Pouf. Alors que comptes-tu faire après la fin de tes études? Ouvrir un cabinet, complètement. C'est une question qu'on m'a posée aussi. Je compte ouvrir un cabinet d'énergétique chinoise, parce que comme je t'expliquais, je suis très claire là, au risque qu'on vienne me faire chier, je n'ai pas le droit d'utiliser le terme médecine parce que c'est un terme qui est bloqué par l'ordre des médecins. Donc même si on pratique la médecine traditionnelle chinoise, donc la médecine qui est utilisée en Chine, je ne peux pas utiliser ce terme et donc je dois utiliser le terme énergétique chinoise. Voilà. Donc j'ouvrirai un cabinet d'énergétique chinoise, mais ça ne change rien, c'est quand même voilà. Je me permets quand même de faire une petite explication. Là si t'es encore là maintenant, c'est que t'es vraiment intéressé. Donc la médecine chinoise, c'est l'acupuncture que tout le monde connaît, c'est la médecine manuelle dont je t'ai parlé juste avant, mais c'est aussi la pharmacopée, donc les plantes, on en entend beaucoup parler avec les cornes de rhinocéros, le braconnage, le sperme de tigre, enfin ce genre de trucs, mais en réalité la pharmacopée c'est 90% végétal. Tu as la diététique chinoise qui est hyper importante, tu as l'hygiène de vie en général, notamment la sexualité, selon le taoïsme. Tu as, j'oublie quelque chose, tu as le massage hyper important, le tuina, qui est considéré comme une solution avant l'acupuncture. C'est-à-dire que si vraiment le massage marche pas, tu fais de l'acupuncture, mais normalement tu devrais, en médecine chinoise, si tu es un bon thérapeute, tu devrais pouvoir tout gérer avec le massage. Ça c'est dans la théorie, c'est les grands maîtres quoi. Et la médecine chinoise répond à 2 grands principes philosophiques qui ont été mis en place après des siècles et des siècles d'observation de la nature et des mouvements de la vie, qui sont le yin et le yang, que tout le monde connaît, et les 5 éléments. Voilà, et donc en fait, toute la vie est régie par ces 2 modes de classification qui sont extrêmement flexibles, extrêmement souples, qui font que rien n'est figé. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est des systèmes de classification qui intègrent le mouvement de la vie et la flexibilité. Voilà, donc je m'arrête là, je vais pas plus loin parce que c'est quand même un peu complexe, mais comme ça tu as des petites bases si ça t'intéresse vraiment, parce que si t'es encore là, c'est que ça t'intéresse. Qu'est-ce qui se cache derrière les angines régulières? Bon, alors, tout ce qui est gorge est lié à l'organe poumon. Donc je te parlais de la classification des 5 éléments. Chaque élément est relié à un organe, et en médecine chinoise, l'organe relié à l'élément est toujours beaucoup plus large que la description anatomique qu'on en fait nous. Donc par exemple, si je te dis le poumon, tu vas penser à tes 2 poumons.
Alors qu'en vérité, en médecine chinoise, on parle d'un système poumon qui va relier notamment la gorge et le nez, qui sont le nez et l'orifice du poumon. L'émotion reliée au poumon est la tristesse, et la saison reliée au poumon est l'automne, et l'élément relié au poumon est le métal. Voilà, donc avec tout ça, des angines régulières, déjà il y a une notion de chronicité, donc une notion de... c'est pas une question de surface, c'est une question de profondeur, c'est quelque chose qui est à traiter vraiment sur le terrain, c'est pas une attaque externe, mais une attaque interne. Et il faut se poser des questions au niveau du poumon. Voilà, je peux juste te dire ça parce que, je répète encore une fois, c'est une question de syndrome. Donc là, les syndromes, ça pourrait être un vide de chi du poumon, un vide de yang du poumon. Ça pourrait être une disharmonie entre le poumon et le rein. Mais vraiment, ça pourrait être énormément de syndromes différents. Donc il faut un diagnostic, encore une fois c'est un mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser, donc on utilise le mot bilan énergétique. Donc il faut faire un bilan énergétique très complet de la personne pour pouvoir savoir d'où viennent les angines chroniques. Est-ce que la médecine chinoise parle du véganisme ou du végétarisme? Alors la médecine chinoise est toujours dans l'idée d'un équilibre parfait de tout, notamment en termes de diététique. Donc il faudrait manger de tout. Après quand même, elle considère que tout ce qui est viande, à part le canard, que tout ce qui est viande devrait être réservé au repas de fête. Donc en réalité c'est pas des bonnes choses. Et pareil, les produits laitiers n'existent pas dans la diététique chinoise, c'est quelque chose d'occidental, donc c'est pas du tout recommandé en diététique chinoise. Enfin en fait tout ça pour dire que la diététique chinoise est hyper compatible avec le véganisme, parce que tout ce que la diététique chinoise considère comme étant mauvais, ça se recoupe pas mal, à part pour les œufs et pour du coup la viande de volaille, notamment le canard, qui aurait soi-disant des propriétés thérapeutiques. À part ça, c'est complètement possible de relier les deux, même si la diététique chinoise ne parle jamais clairement de véganisme, parle simplement de végétalisation de l'alimentation en fait. Je compte vraiment, c'est un de mes grands projets sur les prochaines années, je compte écrire un bouquin de recettes et d'explications sur le lien entre diététique chinoise et véganisme pour pouvoir donner des bases thérapeutiques à une alimentation minoritaire et qui est la réponse pour l'environnement et l'empathie dans ce monde. Est-ce que la médecine chinoise parle uniquement du corps ou elle inclut également l'esprit? La médecine chinoise considère que énormément de troubles ont une origine émotionnelle, puisque comme je te disais, chaque organe est relié à une émotion. Je te fais un petit... voilà, je t'explique juste rapidement. Donc le poumon, on a dit que c'est la tristesse, notamment toutes les personnes qui chopent des pneumonies après le décès de quelqu'un. Ma grand-mère, après le décès de mon grand-père, elle a eu une pneumonie, elle en est morte. En fait, c'est le résultat du chagrin, c'est le résultat du deuil. Si ton poumon est affaibli, tu peux te retrouver avec des problèmes respiratoires chroniques de tristesse, en fait. Par exemple, j'ai énormément d'exemples de personnes qui ont eu des pneumonies après le décès de quelqu'un qui était important pour elle. Ensuite tu as le rein, donc l'organe rein, son émotion reliée c'est la peur, donc les angoisses, etc. L'émotion reliée à la rate c'est la rumination, c'est le souci. L'émotion reliée au foie c'est la colère, tu sais quand t'as... Vraiment quand tu fais des pics de colère comme ça, c'est ton foie qui est encrassé. T'as souvent, tu remarqueras, je n'exagère pas, certaines personnes quand elles sont très frustrées, très énervées, elles ont des douleurs au flanc droit, là où est le foie. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Et le cœur c'est la joie. Mais du coup là on est sur des émotions pathologiques hein. Donc l'émotion pathologique du cœur c'est la joie excessive, c'est le délire, c'est par exemple tu sais quand t'as un énorme fou rire, à un moment donné t'as du mal à respirer, t'as des palpitations, genre t'es pas bien physiquement, c'est ça en fait, c'est un excès de joie. Et les personnes qui sont dans des délires, les personnes qui ont des troubles de l'humeur, des troubles psychiatriques, c'est souvent relié au cœur et à cette joie qui n'est pas en place. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la médecine chinoise pour que tu décides d'en faire ton métier? J'ai rencontré une thérapeute qui pratiquait la médecine chinoise, notamment l'acupuncture, et qui faisait des massages, etc. Et j'ai fait des massages depuis mes 6 ans. À la cour de récréation, je faisais des massages à mes camarades de classe. Donc déjà j'avais cette envie de faire du bien au corps des gens. J'avais pensé à faire psychologue, équithérapeute quand j'étais petite et tout. Et en fait à 18 ans je suis allée voir cette thérapeute, un peu avant mes 18 ans, et j'ai été
Genre mon cerveau a explosé, je me suis dit mais c'est incroyable. Et en fait, j'ai après regardé les écoles de naturopathie, les écoles de médecine chinoise, je me suis renseignée un petit peu. Et j'ai découvert que l'école qui m'intéressait en médecine chinoise était l'école que ma thérapeute avait fait. Donc j'ai décidé d'aller aux portes ouvertes de cette école. Et à partir du moment, je n'exagère pas, à partir du moment où j'ai tenu une aiguille dans ma main et que j'ai planté une aiguille dans un ballon en mousse, je me suis dit que c'était ça ce que j'allais faire de ma vie. Je n'exagère pas, hein, c'est vraiment, j'ai senti en moi cette évidence, mais vraiment c'était... J'ai tellement de chance, mais à 18 ans, je savais ce que je voulais faire, quoi. Quels sont les grands principes de l'alimentation en médecine traditionnelle chinoise? Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un truc sympa. Je vais te mettre en lien dans la barre d'infos des articles que j'ai écrits sur la diététique chinoise. J'ai écrit 8 articles, Bertine, sur l'alimentation et 3 articles sur la boisson. Parce que en médecine chinoise, la boisson est hyper importante. Voilà, donc je te mets ces 11 articles en barre d'infos. Je parle chaque article des grands principes de la diététique chinoise. Donc notamment la notion de repas diététique et de repas de fête, qui répond à tout dans la même assiette, qui répond à quasiment pas de sucre, qui répond à des glucides et des fibres, qui répond au fait de mâcher énormément. Mais enfin voilà, il y a beaucoup de principes différents que je te laisse lire si ça t'intéresse. Moi ça me passionne et j'espère vraiment lire plus sur le sujet parce que je suis passionnée par la diététique chinoise. Selon moi c'est révolutionnaire quoi. Et notamment la boisson dont on ne parle jamais. Si quelqu'un connaît quelqu'un à Sokombucha, qu'il me fasse un partenariat, je serai leur ambassadrice la plus sincère. Sans déconner. Donc y a-t-il des aliments déconseillés en diététique chinoise? Les produits laitiers, tout ce qui est à base de lait d'animal, c'est mais niet, c'est genre un poison quoi. Après tu as toutes les viandes qui ne sont pas des viandes de volaille en fait. Et puis tout ce qui est frit, gras, excessivement sucré, tous ces trucs là, c'est très fortement déconseillé. Mais après, toujours dans cette logique de repas de fête et repas diététiques. En fait, tout ce qui est déconseillé, tu as le droit de le manger une fois sur 6. Parce que c'est hyper important pour la médecine chinoise, le concept de frustration. Ça peut être très nocif pour le corps, la frustration. Ça peut vraiment te faire l'effet complètement inverse. Imaginons, tu dis j'arrête de manger du soja parce que ben voilà, c'est plein d'oestrogènes, parce que c'est froid. En médecine chinoise, c'est de nature très froide. Voilà, donc tu dis j'arrête de manger du soja. Et en fait, tu te rends compte que tu peux plus manger de yaourt, tu peux plus manger de tofu, tu peux plus manger de simili-viande, de protéines de soja et tout. Et du coup, littéralement, tu te fous la rate au courbouillon, puisque la rate, frustrée par le fait qu'elle n'a pas les aliments qu'elle voudrait, les désirs qu'elle voudrait, elle va se frustrer et donc te créer des pathologies qui peuvent être franchement graves. Du coup, la diététique chinoise prend ça en compte et intègre le repas de fête dans ces notions de diététique. Existe-t-il des profils et des constitutions pour classer les individus comme les doshas en Ayurveda? Donc les doshas, je n'y connais pas grand chose en Ayurveda, mais tu as Pitta, Vata et Kapha, qui sont l'air, le feu et la terre. Et donc tu as des constitutions plus de l'un, de l'autre, etc. En médecine chinoise, non, il n'y a pas vraiment de ça. On va plutôt parler on va pas classer les personnes, mais on va dire certaines personnes ont plus un vide de yang constitutif, d'autres ont plutôt un vide de yin constitutif, d'autres ont plutôt des reins faibles, d'autres ont plutôt des foies qui sont tendus et des foies qui sont en surpression. Donc voilà, il y a plutôt des schémas de pathologie, des terrains qui sont fréquents, notamment en France. Notre terrain c'est les reins faibles, le foie en surpression constante et la rate encrassée comme pas possible par l'humidité. Et on va finir par cette question qui est très mignonne, à laquelle j'ai déjà un petit peu répondu. Selon toi, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale conventionnelle s'opposent-elles ou sont-elles complémentaires? Pour moi, elles sont évidemment complémentaires. Et la médecine occidentale, tout n'est pas à jeter du tout. Il y a quand même des avancées incroyables, des découvertes superbes qui sont faites, qui aident les personnes à vivre, qui aident les personnes à guérir. Enfin, je ne vais pas dire que tout est à jeter. Par contre, j'attire quand même l'attention sur quelque chose, c'est que moi j'apprends à soigner avec très peu d'outils, alors que la médecine occidentale, sans ses médicaments, sans ses outils, elle est foutue.
En fait, il y a, à part pour poser des diagnostics, à part pour ça, la médecine occidentale sans ces outils n'a pas grand chose. Et du coup, et puis même pour poser des diagnostics, c'est quand même, voilà, c'est quand même limité quoi. Il y a les radios, les IRM, les prises de sang, machin truc. On arrive à un moment donné dans notre civilisation où il faudrait qu'on envisage très sincèrement le fait de ne plus avoir accès aux soins comme on l'a maintenant. Je parle là d'effondrement de notre système comme il est actuellement à cause des catastrophes écologiques qui sont en train d'arriver chez nous. Donc à un moment donné, l'accès aux soins va être beaucoup plus difficile et on va devoir savoir se débrouiller avec beaucoup moins de médicaments, beaucoup moins d'outils. Et donc pour moi, le fait d'apprendre la médecine chinoise dans un cadre comme celui-ci est un moyen de me dire j'arriverai à soigner, même si évidemment je ne pourrais pas soigner un cancer comme une chimiothérapie, etc. Je dis pas du tout ça, mais que au moins j'aurai des outils, j'aurai des clés pour aider des personnes qui auront difficilement accès aux soins avec moi ce que j'ai appris. En gros, je serai la guérisseuse du village, tu vois ce que je veux dire. Cette vidéo, si t'es encore là, je me sens très vulnérable parce que j'ai l'impression de te partager énormément de mes rêves, énormément de mes croyances. Mes convictions quant aux médecines alternatives restent toujours dans notre société mal vues et il y a énormément de gens sceptiques et j'en ai un peu marre de ces gens-là. Donc pour moi là te raconter tout ça et te dire voilà que je vais être la guérisseuse du village et tout, je me sens vraiment très vulnérable en fait. Donc je t'invite s'il te plaît à la bienveillance. Ceci, si t'es là à ce niveau de la vidéo, clairement tu es bienveillante, bienveillant hein. Je pense que les gros connards ont déjà laissé leurs commentaires depuis longtemps. Cette vidéo va s'arrêter là hein, après 240 000 jours de vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. On va changer, si t'es encore là, on va pas dire Mozart, on va dire Brahms. Voilà. Donc si tu es encore là, écris Brahms en commentaire. Merci énormément du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta compréhension, merci pour ton intérêt, pour toutes les personnes qui ont posé des questions. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.